Boomerang avec Laurent Gérard, de l'art de l'imitation à la liberté, c'est lui qui le dit sans modération. C'est parti. Boomerang. Mais qu'est-ce qui est inimitable, tout compte fait? Ce qu'on ne peut pas reproduire, quel que soit le talent dont on est doté, ce qui est remarquable, unique, original ou même parfait, ce qui nous échappe en fait. C'est un peu suspect. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on associe au génie, l'inimitable, tant on est forcé devant tant de mystères de faire preuve d'humilité ou de modestie. Mais je me disais ce matin, pour que quelque chose ou quelqu'un soit déclaré inimitable, il faut bien avoir essayé de l'imiter. Et oui, donc rien n'est potentiellement inimitable. Disons qu'il y a des imitations plus ou moins réussies. Et à ce sujet, je me souviens d'un livre passionnant de Maxime Decaux qui s'appelait, tout est dans le titre, Qui a peur de l'imitation? C'est un essai qui faisait la part belle à cette angoisse de l'influence que connaissent tous les artistes qui ne cessent jamais, d'un côté, de se nourrir des autres, de les imiter, et de l'autre, d'essayer de s'en détacher, rêvant d'être imité un jour, ou alors d'être déclaré inimitable. Et il n'y a pas que l'artiste qui est concerné. On pourrait faire la liste, écrit Maxime Decaux, de tous les terrorisés, l'élève, le professeur, l'homme politique, l'apprenti, l'écrivain, le critique littéraire, le philosophe, l'historien, le sociologue, bref, toute personne qui cherche à produire une parole personnelle. En fait, l'inimitable, c'est un rêve, c'est une visée, et si on pense l'avoir atteint, c'est sans doute à force d'avoir beaucoup imité. Boomerang, Boomerang. Augustin Trapenard. Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est inimitable. Il a fait de son talent pour l'imitation sa singularité, sa force. C'est l'un des humoristes préférés des Français. Il est actuellement en tournée avec son spectacle Sans modération et sera dès demain et jusqu'au 2 janvier à l'Olympia. Un florilège d'imitation, forcément, mais aussi une déclaration d'amour à la chanson française. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Qui est la personne que vous avez essayé d'imiter toute votre vie sans jamais vraiment y parvenir? Oui, il y en a plein, mais il y a notamment les voix féminines, parce que ça, c'est une question de tessiture. Puis, faudrait que je me mette à imiter Zemmour, mais je crois peut-être que parce qu'on le voit pas assez à la télé en ce moment, c'est un petit peu dur. J'ai souvent attrapé les voix en radio, en revanche. Mais c'est intéressant, quelles sont vos limites en tant qu'imitateur? Qu'est-ce qui rend impossible certaines imitations? Faut pas que ça me laisse indifférent, dans le bon sens ou dans le mauvais, d'ailleurs. Il faut que le personnage m'intéresse. Et puis, ça peut être un déclic, ça peut être un phrasé, ce qu'on appelle, vous savez ça, la prosodie, c'est-à-dire la musicalité de la langue, ce qui est intéressant d'ailleurs. La diction, et puis c'est un tout, parce que c'est aussi quelque chose de physique. Ça veut dire qu'il y a des gens dont vous n'aurez jamais la mélodie, la prosodie, justement? Oui, c'est difficile. Ou alors je peux la voir, mais c'est la retranscrire. Je me suis posé la question, Laurent Gérard, le contexte, l'évolution de la société et des spectateurs. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des imitations que vous avez faites hier, que vous referiez plus? Non, je m'en resserre, parfois je les ressors du saloir, ça m'arrive. Du saloir? Il faut nous le décrire, ce saloir. Non, mais par exemple, il y a des voix qui sont dans l'inconscient collectif. Je pense aux voix des feuilletons. Regardez Colombo, ça repasse encore. C'est pas Amicalement Vôtre à 50 ans. On connaît les voix de Tony Curtis et de Roger Moore, qui étaient doublées par Claude Bertrand et par Michel Roux. Alors vous les faites ressurgir comme ça pour dire quelque chose d'aujourd'hui? Oui, ça peut être intéressant. Regardez, on a fait un interville l'autre jour à la radio. On a fait un interville avec Guy Lux et Léon Zitrone sur les villes écolos. Et alors, qu'est-ce qu'il disait? Je me souviens pas, parce que c'était un concours avec des vachettes, mais il y a plein de choses qui sont qu'on a dans notre mémoire. À quoi ça tient, au fond, une bonne imitation pour vous? Il faut que ça réunisse un peu tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire le côté physique, le côté la musicalité, le timbre de voix. C'est se mettre vraiment dans la peau du personnage. C'est-à-dire essayer de penser même comme lui à un moment donné. Alors c'est pas facile pour certains. Mais il y a une aptitude quand même physique. Bien sûr. C'est quoi? Indissociable. Parce que si je fais Aznavour, je suis obligé d'avancer la lèvre inférieure. Comme ça. Ah oui, effectivement. Si je fais Johnny, je suis obligé de pareil, c'est quelque chose, c'est toute la caisse de résonance entre le nez, les cordes vocales, voilà, tout ça c'est assez, vous dis ça parce que j'ai été cobaye pour le CNRS à propos de la voix. Allons donc. Oui, c'est vrai. C'était passionnant de savoir quelle était on a une perception qui est un petit peu différente, nous. Qui est dû à l'observation, je pense, qui est peut-être un peu plus, vous en parliez à juste titre, qui est un peu plus poussé, on est très observateur, inconsciemment, on emmagasine des choses. Et puis il y a l'oreille, quand même, une oreille qu'on pourrait presque qualifier de musicale. Imiter quelqu'un, c'est toujours reproduire une musique, c'est la métaphore que vous avez employée. Absolument, et je crois que j'ai l'oreille musicale, parce que j'entends les fausses notes. Vous me dites, si jamais on en fait. Non. Pas ici, enfin. Pas le genre de la maison. Pas le genre de la maison.
avec l'orchestre de Radio France. Quelle est la première personne que vous ayez imitée? Alors, c'était en grande partie des chanteurs. Je pense que c'était Michel Sardou, il y avait Carlos, il y avait Sacha Distel. Mon père m'avait, d'ailleurs j'en parle dans le spectacle, mon père m'avait enregistré avec un petit magnétophone. On a retrouvé cet enregistrement quand j'ai 5 ans. Alors, la tessiture est pas forcément celle d'un enfant de 5 ans. Hein. C'est parce que vous aviez mué. Voilà, à j'avais 5 déjà ans. mué à 5 ans. Mais j'avais peur d'ailleurs, parce que j'ai toujours fait des imitations. Hein, donc j'avais peur de perdre justement à la mue. Et ça faisait comment alors? Qu'est-ce que vous aviez déjà saisi à l'époque? Alors j'avais beaucoup de mémoire. Donc étrangement, je chantais les chansons en entier. Parfois, il y en a qui me reviennent, hein, d'ailleurs. Hein. C'est des chansons d'enfance. C'était des émissions de Guy Lux, puisqu'on en parlait. Mais il y avait peu de chaînes. Mais je me souviens, j'étais assez passionné par les variétés, par la radio aussi. J'écoutais beaucoup la radio. Je me demande, Laurent Gérard, dans quelle mesure, à force d'imiter les voix des autres, on peut parfois avoir le sentiment d'oublier à quoi ressemble sa propre voix. Vous avez le droit de répondre avec toute voix à cette question. Non, c'est pas de la schizophrénie hein, de faire des imitations. Non, nous, on a une particularité qui nous est propre hein, quand on est imitateur. C'est-à-dire que vous, quand vous allez entendre votre voix, vous allez vous dire, ah mais... non, c'est pas ma voix. Vous avez l'habitude parce que vous faites de la radio, donc forcément on entend sa voix dans le casque, on l'entend parfois après. Encore faut-il se réécouter. Il faut se réécouter, sans faire de narcissisme. Mais nous, moi je sais par exemple si une imitation, je vais la réussir, alors que normalement c'est pas ce que va percevoir le public. Ben nous, on a ça pas en plus. C'est un défaut. Hein, mais votre voix naturelle, sans artifice, est-ce que vous l'aimez? Je l'aime, je l'accepte. Hein. J'accepte. J'ai une voix assez grave qui est identifiable. J'ai un spectre assez varié, donc c'est sympa. Et quand est-ce que vous aviez compris que vous aviez ce spectre, justement, que vous aviez cette voix? Oh, à 5 ans. Quand mon grand-père m'a posé sur la scène de la salle des fêtes, j'ai eu envie de faire ce métier, d'une part. Métier de la scène. Et puis, j'ai compris, parce que je l'ai toujours fait. Je me souviens pas ne pas avoir fait d'imitation. En tout cas, ne pas avoir chanté. Je voulais être chanteur aussi hein, à l'époque. Mais bon. On vous a expliqué ce qui se passe, en fait, vos cordes vocales, si malléables. Pourquoi quelle particularité anatomique est-ce qu'elles ont? Alors, elles sont asymétriques, déjà. Ça fait très peur. Ça fait peur, hein, ça fout la trouille. Je suis un alien. Elles sont asymétriques et j'ai un larynx de contorsionniste un petit peu. Donc voilà, c'est complètement différent par exemple d'un chanteur d'opéra. Alors c'est très utile en revanche pour imiter Jean Castex. Oui, bah là c'est facile, c'est des comiques à accent, c'est facile. Ça fait comment? Est-ce que c'est comme ça que ça commence votre spectacle? Écoutez, ça, oui, effectivement, je donne les mesures sanitaires, mais en responsabilité. Il répète 2 fois les mêmes choses. En responsabilité. Vous voyez, quand on parlait de musicalité. C'est ça. Les mesures sanitaires. Nous sommes aperçus que le thermomètre frontal n'était pas fiable. Mais une imitation, quand on est sur scène, ça n'est pas seulement une voix, Laurent Gérard, c'est aussi une façon de bouger. Ce sont aussi des expressions, une gestuelle. Je pense par exemple à votre version de François Hollande. Trouver le corps d'un personnage, ça passe par quoi? Ça passe par une observation ou pour un déclic, hein. C'est comme pour la voix. Je me souviens, je l'avais chopé, Hollande. J'avais chopé Strauss-Kahn aussi, la façon de marcher de Strauss-Kahn. C'est quand même troublant d'utiliser ce verbe. Hein. J'avais chopé Strauss-Kahn. Moi-même, ça ne m'est pas arrivé. Par les temps qui courent, faut faire attention. Non, mais j'avais vu sa façon de se déplacer et Hollande, c'était le soir de son élection. Je dis mais il est comme Ségolène, il a le cul en arrière. Quoi? C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai. Et ça aide pour la voix. Mais oui, non, mais il avait. D'ailleurs, dans la nouvelle version du spectacle, la nouvelle cuvée, je donne un cours d'imitation de Hollande. Non, attendez, c'est passionnant. En quoi un cul en arrière, ça permet de trouver une voix? On a forcément le bide en avant. Donc, la cage thoracique. Mais c'est pas une voix. En l'occurrence, je fais pratiquement 7 minutes sans rien dire en Hollande. On parlait de Jean Castex. Et c'est vrai que depuis des années, vous imitez régulièrement les acteurs de la vie politique, de Nicolas Sarkozy à Alain Juppé, en passant par Jean-Luc Mélenchon. Quel spectateur du monde politique est-ce que vous êtes? Est-ce que vous mangez des vidéos politiques toute la journée? Non, par la force des choses, parce que ça fait partie de mon métier. Hein. Pour réagir sur l'actualité, on est obligé. Et puis bon, je le redis, il passe beaucoup en télévision. Avant, il faisait une émission. Hein. Oui. C'est vrai. J'entendais Nicolas Sarkozy, il faisait une émission qui passait sur plusieurs chaînes. Non mais c'est passionnant parce qu'effectivement, il nous arrive malgré nous, parfois. Oui. Alors il y en a qui sont moins... c'est difficile
de les imiter, parce qu'ils ont moins d'aspérité. Il y en a qui ont moins d'aspérité. Je me souviens de, par exemple, Édouard Philippe. Je me souviens pas avoir trouvé une aspérité, quelque chose. C'était assez lisse. Même Macron, c'est assez lisse. C'est quelqu'un qui est pas. Quand on pense qu'il y avait des Georges Marchais, Ça, c'est passionnant, Laurent Gérard, parce que ce que vous nous dites, c'est que la manière qu'ont les hommes et les femmes politiques de parler aujourd'hui n'est plus la même. Non, c'est plus la même. Et que ça change fondamentalement votre métier. Enfin, de par les réseaux, ils sont beaucoup plus dans le contrôle. Vous dites qu'il y a un déficit de voix. Oui. Ça veut dire quoi? Une crise de voix. Une crise de voix. Une crise de voix. Oui, classique. Non, il y a un petit peu... oui, c'est vrai, il y a moins de personnalité, mais vous savez, il y en a moins dans la chanson aussi, il y en a moins au cinéma. Hein. Mais ça veut dire qu'ils parlent comment? Déjà, ils ont moins de vocabulaire. Enfin, j'ai remarqué, le vocabulaire est moins riche. Mais ce dont vous nous parlez, c'est d'une uniformisation, en fait, d'un lissage. Voilà, exactement. Je trouve ils ont beaucoup moins de vocabulaire, mais dans les interviews en règle générale, hein, parce qu'ils font très attention. Alors, qu'est-ce qui fait la singularité d'une voix pour vous? Oui, il faut pas que ça laisse indifférent. Il faut que cette voix-là fasse écho auprès du public, ce qui est important. Alors, ça peut être un déclic. Et puis, parfois, il y a des voix qu'on fait plus en radio, et des voix qui ne sont pas du tout adaptées à la scène. Par exemple? Je me disais, tiens, si je fais Karl Lagerfeld sur scène, ça va pas faire marrer. Pourtant, vous lui ressemblez, Laurent. Ah oui, beaucoup. Physiquement, j'ai le catogan. Oui. Et si je vous parle, par exemple, de la voix de cet homme-là? Écoutez, mes loisirs, c'est mon travail. Je n'ai que des loisirs, c'est-à-dire que je ne travaille pas. Je n'ai pas le temps de travailler, moi, puisque je ne fais que ce qui m'amuse. Quand je fais une chanson, par exemple, ça m'amuse. Quand je la chante, ça m'amuse. Quand je fais de la télé, ça m'amuse. Et quand je joue à la pétanque, ça m'amuse. J'arrive pas, je sais pas ce que c'est que de travailler. Je n'aime, pour ainsi dire, rien foutre. Parce que c'est devenu un travail, maintenant, de chanter. Moi, j'ai toujours chanté pour rire. C'est très sérieux de faire rire les gens. Donc, je fais sérieusement des choses drôles. Vous me comprenez? Et vous ne voudriez pas un jour faire drôlement des choses... Sérieuses? Jamais! Il n'y a rien de pire. D'ailleurs, je ne m'inspire que des personnes sérieuses pour faire des choses drôles. Il n'y a rien de plus ridicule qu'un monsieur sérieux. Hein? Moi, ça n'a jamais changé. Pour moi, j'ai toujours rigolé. Laurent Gérard, la voix d'Henri Salvador sur le RTF. Jeune. En 64. Jeune, les voix évoluent, vous savez. Au début, j'ai presque eu du mal. Il n'avait pas du tout la même voix, moi, quand je l'ai connu. Alors, quand est-ce que vous l'avez reconnu? À quel moment de cette archive est-ce que vous l'avez reconnu? J'ai reconnu par le propos, ouais. Par effectivement le côté un peu parisien, parce qu'il parlait comme ça, Henri. C'est vrai. Je peux vous dire que quand il était dans la salle, c'était très dur, parce qu'il avait un rire tellement tonitruant. Ah bon, on l'entend, là. On l'entend, là, et puis je l'ai bien connu. À quelles images, à quels souvenirs d'enfant est-ce que vous l'associez, Henri Salvador? À Walt Disney. C'était les shows, il était habillé tout en blanc. Déjà, il était très bien habillé. Il était habillé en blanc, comme Jodassin, d'ailleurs. Il s'habillait beaucoup en blanc à l'époque. Ouais. Et puis, moi, j'avais toujours le 33 tours d'Henri Salvador pour mon anniversaire, qui était le 29 décembre. Donc, je recevais toujours le 33 tours d'Henri Salvador, qui en sortait un par an. Et qui mélangeait d'ailleurs des morceaux assez sérieux de musique. Par exemple, il pouvait faire du Count Basie, il pouvait faire du jazz, il pouvait chanter. Donc il mélangeait, ce qu'il dit très justement d'ailleurs dans l'interview, il mélangeait des choses sérieuses et des choses drôles. Et là, vous avez levé le pouce. Je vous ai vu quand on a entendu l'archive. Oui. Quand il a dit c'est très sérieux de faire rire les gens. Laurent Gérard, comment est-ce que vous l'entendez, cette phrase? Bah oui, de toute façon, on fait son métier avec sérieux. Plus les gens sont sérieux, plus ils sont drôles. Oui, mais... Moi, je suis plutôt d'un naturel joyeux dans la vie. Il y a toujours le comique qui est triste dans la vie, angoissé. Moi, je suis pas trop, sincèrement. Mais aussi parce que j'ai eu des exemples comme Henri Salvador et que ces gens-là m'ont poussé à faire ce métier. Parce que quand j'étais petit, j'avais vraiment envie d'être Henri Salvador. Je voulais faire ça, je voulais faire du musical. C'est ça. Dans quelle mesure est-ce qu'il vous a inspiré jusqu'à aujourd'hui? J'y pense souvent. Tout le temps, Henri, il est avec moi. D'ailleurs, je lui rends hommage. Je l'imite toujours. Il m'a donné envie de faire des belles choses, de faire rire, de passer justement, de travailler avec des orchestres aussi, parce que c'était un grand musicien, un grand compositeur. Il a fait des choses magnifiques, Henri Salvador. Mais faire rire, c'est quelque chose, quand même. Quand est-ce que vous avez su que vous aviez cette faculté en vous, Laurent Gérard? J'ai toujours fait le pitre. Faut savoir. Je pensais que vous n'étiez pas sur les tables. Si, au début, on me mettait sur les tables, puis après, ça m'a gavé un petit peu. Le côté singe savant, ça m'a ennuyé. Pour autant, vous aviez le désir de monter sur scène très tôt? Oui, bien sûr. Il paraît que c'est votre grand-père, Georges, qui vous a fait monter sur scène pour la première fois. J'avais 5 ans, et je me souviens bien de l'odeur du théâtre, de la rampe. Quand on dit être attiré par les feux de la rampe, c'est une réalité. Parce qu'il y avait des rampes d'ampoules qui étaient dans les anciennes salles des fêtes.
Et voilà, je me souviens bien, j'ai un souvenir très précis, pourtant j'avais 5 ans, normalement c'est pas des souvenirs qui... Mais qu'est-ce que vous avez chanté? Qu'est-ce que vous avez dit? Les bals populaires de Michel Sardou. On est là pour boire un coup, et pour se reboire un coup, et pas payer nos verres. Déjà, c'était révélateur. C'est vrai que vous aviez 5 ans, Laurent. Votre grand-père était content? Oh bah, il était ravi, il était président de la fanfare, donc j'ai toujours été entouré d'instruments et de musique. Ce grand-père que vous évoquiez dans un livre paru il y a 6 ans et qui s'appelait Cette année, les pommes sont rouges, qui était un très beau livre. Quel héros est-ce que ça a été pour vous? Un vrai héros, comme beaucoup de héros anonymes qui ont participé à la liberté de la France, à libérer la France, puisque lui a été fait prisonnier, il s'est évadé en Allemagne, et puis il est rentré dans la résistance, dans les maquis de l'Ain. D'ailleurs, on lui rend hommage au musée de la Résistance à Nantua, donc je suis très très fier de... C'est la transmission. D'ailleurs, paradoxalement, il était dans les transmissions. Au fond, qu'est-ce qu'il vous a appris? Il est mort quand j'avais 10 ans, mais il m'a appris vraiment les bases, c'est-à-dire la nature, le respect, la joie de vivre... Oui, le jeu, le recul aussi, je pense, fait inconsciemment par rapport à beaucoup de choses. Vous vous souvenez de sa voix? Oui, bien sûr. Bien sûr, je l'ai souvent en tête. Oui. Oui, je me souviens de sa voix. Il avait une voix assez grave, d'ailleurs, un petit peu comme la mienne. Ouais, je pense il avait une voix un peu rocailleuse, parce que c'est des gens qui fumaient à l'époque, qui sortaient de la guerre et qui avaient été quand même un petit peu ébréchés, c'est le cas de le dire. Mais d'ailleurs, on se souvient souvent des voix de notre enfance, même de ceux qui nous ont quittés. Diriez-vous que l'art de l'imitation, c'est aussi bien souvent un exercice d'admiration, Laurent Gérard? Oui, ou le contraire. Parce que je dis, celui-là, je vais me le payer, tu vas voir, tu commences à nous emmerder. Ah, vous dites ça? Ah oui, oui. Il y en a certains, oui. Mais c'est exutoire. En revanche, la partie que je préfère dans le spectacle faire moi, c'est effectivement rendre hommage aux chanteurs disparus. Malheureusement, ils sont de plus en plus nombreux. Et aux acteurs disparus, là, puisque j'ai rajouté un chapitre sur Belmondo qui n'est fait que de citations de films de Jean-Paul Belmondo. J'ai fait un sketch, enfin c'est pas un sketch, c'est un hommage autour des citations entre Audiard, un Saint-Jean-Hiver, Un bout de souffle, Le Guignolo, L'Incorrigible. Et là, j'ai envie qu'on écoute la voix d'un chanteur et acteur, la voix de quelqu'un que vous admirez, que vous avez aimé. Oui, c'est celle de Johnny. Que je t'aime en 1969. Vous êtes sur France Inter avec Laurent Gérard. Vous écoutez Boomerang. Amour. France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard. Je vais vous dire comme on n'est pas filmé. On est exactement quelque part, c'est assez surprenant, entre Jim Carrey et François Hollande. Le visage pâte à modeler, le bonhomme, le sourire président normal, le sourcil roi de cœur et les cheveux solides de fort bonne tenue avec sa chemise blanche, évidemment. L'humoriste Laurent Gérard, invité de Boomerang, pour son spectacle Sans modération, un spectacle musical dans lequel vous enchaînez les sketchs et les tours de chant. Vous consacrez exclusivement à la musique. Je me suis demandé au tout début de votre carrière, c'est quelque chose que vous envisagiez? Malheureusement, mon grand regret, c'est de pas jouer d'un instrument. Alors quand j'étais avec le Big Band, Frédéric Manoukian me disait, le chef d'orchestre, il me disait oui, mais il y avait 20 musiciens, donc il me disait t'es le 21e instrument. Après, on parle beaucoup de l'imitation de François Hollande qui est muette, ce qui est un peu vexant. Mais bon, mais par rapport à ce que j'ai oublié de vous dire par rapport à cette imitation, c'est que là aussi il y a quelque chose qui se construit parce que je suis un fou de film muet. Depuis que je suis enfant, je regardais Histoire sans parole et là je regarde régulièrement des films muets, pas forcément drôles, pas forcément burlesques. Mais vous voulez dire que c'est quelque chose dans lequel vous puisez en fait l'histoire, la tradition du film muet pour votre travail, pour votre métier? Mine de rien, pour François Hollande, il y a un côté Buster Keaton ou Chaplin, quoi. C'est parce que il y avait des expressions qui étaient faites parce que justement c'était des films qui étaient pas parlants. Comment on le regardait ce métier de l'imitation, Laurent Gérard, quand vous avez commencé? Comment on le regarde encore en fait? Il y a eu le Luron. Enfin, quand j'étais petit, on voyait le Luron. C'était un genre qui était un genre de première partie, de cabaret. C'était un peu un perroquet, quoi, un imitateur. Ça, on chantait. Il n'y avait pas vraiment de parodie. Il y a eu Henri Tizot au début, mais après, en tout cas, l'insolence et l'irrévérence est arrivé plus avec Thierry Le Luron, qui lui s'était entouré d'auteurs. Donc il y avait des textes. Donc ça veut dire que ce que disait Jacques Martin, et j'ai eu la chance de travailler avec lui, c'est qu'on chansonnait sur l'actualité. Et ce qui est intéressant d'ailleurs. Donc on voyait ce métier-là comme les magiciens, mais ça pouvait être péjoratif. Et le Luron, là on a vraiment fait un art à part entière. Et il y a aussi cette tradition de la chanson que vous citez. Vous dites parfois que sans des chanteurs comme Brassens, Léo Ferré ou Gilbert Bécaud, vous n'auriez pas fait ce métier. Qu'est-ce qui vous ont insufflé au juste, eux? Quand je suis arrivé à Paris il y a à peu près 30 ans, j'allais voir des spectacles de Gilbert Bécaud à l'Olympia. C'était une leçon du métier.
Leçon de scène. Leçon de scène, leçon de music hall, puisqu'on parle de music hall. De drôlerie aussi. Oui, et puis d'énergie. C'est l'énergie. Brassens, c'était autre chose. Après, Ferré, c'était autre chose. Ferré, c'était plus sur le côté engagé. C'était plus... quoi qu'il c'était un bon mélodiste, Léo Ferré. Brassens aussi, d'ailleurs. Et Johnny, alors, puisqu'on l'a passé. Ah, Johnny. Que de souvenirs. C'est-à-dire que vous Ça, l'avez longtemps imité, Laurent Gérard, sauf qu'au début, à l'époque où vous étiez encore au studio Gabriel, ça lui plaisait pas trop, il paraît. Ah non, il était pas content. C'est-à-dire? C'était l'époque aussi, il y avait les Guignols, donc il était copain, et puis on embêtait un peu sa fille. Moi, à partir de ce moment-là où j'ai su qu'on lui faisait de la peine, j'ai levé le pied. Pourquoi? Parce que vous lui faisiez quoi dire à l'époque? On faisait dire des trucs aberrants, comme il pouvait en dire de temps en temps, mais comme disait Fabrice Lucchini à propos de Johnny, il est comme Thomas Bernhardt, il réinvente des évidences. Du genre, on n'a jamais rien fait de mieux que la perfection, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fallu pour que s'opère une réconciliation, pour qu'il vous finisse par vous inviter à chanter avec lui sur scène? Parce que c'est ça. Oui. Ça s'est fait de façon très naturelle. C'était au festival, il y avait un festival du film fantastique à Gérardmer, et il était dans le jury, et moi aussi, et j'avais dit aux organisateurs, j'ai dit, vous êtes sûrs? On va être dans le même jury avec Johnny. Et Vous aviez peur qu'il vous casse la gueule. Le problème, c'est que j'ai toujours beaucoup d'admiration pour lui. Donc je me dis, ça m'embête quand même que ce mec-là que j'admire, il m'apprécie pas. Et à partir du moment où on s'est rencontrés, bon, après ça a été au bar aussi, ça aide, ça désinhibe. Il est encore près de 9h, Laurent, mais ouais, effectivement. Quel conseil est-ce qu'il vous a donné? Quels conseils vocaux, peut-être? Oui, il a été important pour moi, parce que j'ai jamais pris de cours de chant. Et un jour, il vient me voir à l'Olympia et il me dit... tu chantes trop avec la gorge. Il faut plus que tu chantes avec le ventre. Allons donc. Oui, ça le diaphragme, c'est ce que font les chanteurs d'opéra, et effectivement, ce sont les bases de la chanson. Et il me dit, tu te fatigues trop. Et là, il me fait une démonstration, il dit, voilà comme tu fais, et voilà comment il faut faire. Et c'était... Et là, j'ai vu une puissance, et j'ai dit, merci. Et je dis, j'ai eu un cours de chant dans ma vie, c'était avec Johnny. Et ce qui me plaît, c'est que vous parliez de la performance, en fait, de la démonstration. Parce que j'ai l'impression, Laurent Gérard, que ce qui vous fascine, à la fois chez les chanteurs, mais aussi chez les comédiens, et même chez les hommes politiques, c'est la manière dont ils déploient, chacun à leur manière, un art de la performance. Mhm. À quoi ça tient une bonne performance pour vous? En tout cas, en ce qui concerne les chanteurs, moi j'ai toujours été impressionné, effectivement, et j'ai toujours été admiratif de la chanson. Puis je connais beaucoup de chansons par cœur. Ça, c'est mon côté peut-être fils unique, parce que j'ai dû emmagasiner. Comme le disait Maxime Le Forestier, on se fabrique des familles, mais on se fabrique aussi des familles de chanteurs, des familles d'acteurs. Mais la performance, ça tient à quoi? Une présence, en fait, tout simplement? Une présence, c'est une carrière, c'est ce qu'on me disait, c'est TTC, travail, talent, chance. Et là, je sais pas, Johnny, il pouvait être fatigué en coulisses et il arrivait sur scène et c'était lumineux. C'était pas le même. Et puis après, il était mieux d'ailleurs. Dès qu'on pose le pied sur scène, j'en parlais avec Eddie Mitchell. On dit on a un peu le trac parce qu'il faut un peu en avoir. Moi, je suis pas très parce que c'est que du plaisir en fait de monter sur scène. Donc j'ai pas vraiment le trac. J'ai le trac quand je fais de nouvelles choses ou quand je suis pas dans mon contexte, mais quand je suis sur scène, je considère que je suis plutôt chez moi et que je suis heureux quoi. Quand on a fait l'émission en streaming, on s'est entendu comme la roue en foire parce qu'il y a eu une espèce de décontraction. Mais c'est des écoles un peu sans prétention aucune, mais c'est les écoles de Dean Martin, de ces gens-là qui avaient une décontraction. C'était un autre métier aussi, peut-être. Et vous le savez quand vous avez été bon? Vous le savez tout de suite? Non, je n'aurais pas cette prétention. On peut toujours se perfectionner, on peut toujours être... Il y a des choses que j'aime faire et j'espère que c'est ressenti comme tel une fois que je les ai faites et que le public les a vues ou les a entendues. C'est-à-dire que ça commence quand même par l'écriture, Laurent Gérard, j'imagine. Qu'est-ce qui fait pour vous la spécificité de l'écriture comique? Vous qui par ailleurs avez réécrit, il paraît, plus de 40% de votre dernier spectacle après la pandémie. Je l'ai réécrit parce que l'actualité était là et qu'il fallait bien changer des choses, c'était important de changer. Parce qu'on ne rit pas pareil. Parce que les sujets ont changé. Je pense qu'il y avait pas Castex, il y a 2 ans. C'est la première fois de ma vie où je ne mets pas le pied sur scène pendant 2 ans. Ce qui m'a pas forcément manqué parce que j'ai été gâté. Ça fait 30 ans que je fais ce métier, donc j'étais pas privé. J'aurais été embêté si je commençais dans le métier, mais là j'étais non, ça va. J'ai pu. Je me suis pas plaint, on n'est pas se lamenter sur notre sort, c'était mondial. Donc non, là pour la réécriture, en l'occurrence, j'ai eu beaucoup de plaisir parce que je me suis dit tiens, ça va me changer aussi, faut pas rentrer dans une routine sinon on s'ennuie. C'est difficile de faire rire. Pas tant que ça.
Non, je pense, c'est pas que c'est difficile, il y a des codes, comme dans tous les métiers, il y a Des rythmes? des rythmes, oui, il peut y avoir des silences, il peut y avoir, on fait pas la même chose à la radio, sur scène, et puis à la télévision. Ça veut dire qu'on progresse alors. Ah bah oui, j'espère. Et en quoi être humoriste, c'est aussi accepter le fait que tout le monde ne rira pas forcément? Bah, ça fait partie du métier, ça fait partie du jeu, hein. Puis, bon, ça vient de pas plaire à tout le monde non plus, hein. Vous le vivez comment? Ah, moi, très bien, depuis le début. C'est pas quelque chose qui m'a embêté. Je me souviens quand je recevais des lettres méchantes, je les lisais avec la voix du maréchal Pétain, Ah, c'est ça. en disant qu'il y avait quand même un côté assez délateur en France. Donc non. Puis moi, ça me fait plutôt rire quand je reçois des choses comme ça, parce que je suis bon. Et on n'est pas dans le, c'est pas le même univers, on fait pas la même chose. On a le droit de pas plaire. Et puis, quand on a un pouvoir, quand on a une parole publique comme ça, la moindre des choses, c'est d'accepter qu'on vous défie. Bah, évidemment. Non, évidemment. Et puis, c'est très bien de pas faire l'unanimité, de pas plaire à tout le monde. Ça fait partie ça me blesse pas. Ça me blesserait de la part de quelqu'un que j'aime. Là, oui, ça me ferait de la peine. Enfin, ça me toucherait. Mais de la part de gens dont l'habitude est quand même de dénigrer, notamment avec, comme j'en parlais récemment dans les réseaux de cas sociaux, j'appelle ça, où les gens se défoulent. En plus, c'est truffé de fautes d'orthographe. Donc, Vous voulez parler de l'écriture de Pamplemousse 44? Ouais. Tout à l'heure, vous parliez de TTC. Travail, talent, chance. Au fond, Laurent Gérard, quelle a été votre plus belle chance? Bah, c'est d'être monté sur scène tôt, c'est d'avoir fait des belles rencontres au bon moment. J'ai pas pris mon téléphone, j'ai laissé la barque aller comme ça. J'ai eu beaucoup de chance. Et vous avez un exemple, justement, d'un coup de chance, un jour? Bah, oui, écoutez, c'était ici à France Inter. C'est pas vrai. Bah oui, non, c'est vrai que c'est ici que Virginie Lemoine travaillait avec Claude Villers à l'époque. Et c'était le vrai faux journal. Pascal Brunner partait souvent en tournée. Il fallait le remplacer de temps en temps. Et la productrice, je crois que c'était Monique Desbarbas, il me semble, qui était ici à France Inter, a dit mais il faut qu'on trouve un imitateur. Et Virginie Lemoine avait entendu parler de moi. Elle avait dû voir une cassette que j'avais envoyée, mais je crois que c'était à Laurent Ruquier d'ailleurs. Et voilà. Et après, comme elle travaillait avec Jacques Martin, qui avait besoin de faire une imitation de Gainsbourg, elle a dit il y a un jeune imitateur à l'époque, jeune imitateur qui arrive de Lyon, et voilà, j'ai pu travailler avec Jacques Martin. Donc voilà, ça a été ça. Après, ça a été avec Michel Drucker, et puis les bonnes rencontres au bon moment. Mais par exemple, j'ai refusé de faire les Guignols, j'ai refusé de faire la classe. Il y avait des choses que j'avais pas envie de faire, mais c'est un vrai luxe. Je crois Vous que auriez été bien dans la classe, au tableau, au coin, Laurent. Non, j'avais pas envie de faire ça. Mais... Merci infiniment, Laurent, d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que votre spectacle Sans modération est en tournée dans toute la France et sera dès demain jusqu'au 2 janvier à l'Olympia, puis à la salle Playel du 4 au 9 janvier. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers et son Instant M, juste après ça.